soient les thèmes, quelles que soient les invitations, je dis oui, systématiquement. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'intervenir sur un thème aussi fondamental que celui du co-développement, j'allais dire finalement le faire au Maroc, c'est assez simple, puisque nous avons tous les arguments qui fondent le succès du co-développement, j'allais dire, selon la définition marocaine. Mais avant d'entamer mon discours, je regardais tout à l'heure le petit film qui a été projeté. Je regardais avec beaucoup d'émotion. D'abord, voir Sa Majesté, le roi Mohamed VI, dans sa tournée africaine, comme grand acteur de cette diplomatie africaine, dont il a pris effectivement le leadership. Vous savez, le leadership, vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Et je sais de quoi je parle. Et donc, pour moi, j'ai trouvé ce film finalement extrêmement parlant. Faire un discours après ce petit film, tout a été dit. Alors, ça a été dit en images, on essaie de le mettre en parole, mais nous serons toujours en deçà des grandes avancées et cette grande vision qu'a Sa Majesté le roi Mohamed VI pour le co-développement et pour le continent africain. Et pour cela, je souhaiterais, mesdames et messieurs, vous demander d'applaudir très chaleureusement les organisateurs, les responsables du matin pour cette conférence internationale qui nous permet Cette conférence nous permet, c'est une excellente occasion, de rappeler finalement que la vision très anticipée de Sa Majesté le Roi correspond aux besoins de l'époque, c'est-à-dire aux besoins du Maroc évidemment, mais aussi de l'Afrique et de l'Europe. Et je crois que l'Europe, et je parle en présence d'ambassadeurs européens dans cette salle, je crois que l'Europe n'en a pas vraiment et pleinement conscience à ce jour. Le co-développement est pour moi à la fois une philosophie, un programme, indiquant les tâches de l'avenir, mais aussi une méthode de l'action. J'ajoute aussi que pour un co-développement totalement réussi, cela nécessite une impulsion très forte, un État tout aussi fort, mais aussi une direction très claire, évidemment, qui en maîtrise les enjeux. Sa Majesté le roi Mohamed VI est de ce point de vue extrêmement exemplaire. Alors la philosophie. Aujourd'hui, nombreux sont les termes pour parler d'économie, parler de développement. On parle d'économie participative, on parle d'économie de marché, d'économie sociale et solidaire, on parle de développement durable, de solidarité internationale, voire même de mal-développement. Tous ces termes correspondent à une classification des pays qui finalement continue d'être marquée par la vision du siècle dernier. C'est-à-dire une vision extrêmement réductrice de l'état du monde. J'oserais même une vision d'avant la chute du mur de Berlin, où finalement les grandes puissances se considéraient en droit de se partager en aire d'influence la totalité du monde. Et puis cette vision que nous aurions d'un côté les pays développés, que Saint-A appelle encore les pays du Nord, et de l'autre les pays en voie de développement, que d'autres nommeront les pays du Sud, et qui seraient finalement, et on le sait tous, des lieux de villégiature, plus ou moins heureux, comme si la seule activité était au mieux de l'artisanat. Pour ne pas dire du folklore. Pardon d'être aussi honnête que cela. C'est en réalité une vision idéologique qui fige les représentations, pour ne pas dire qui infantilise totalement. Beaucoup de pays dits du Sud n'ont absolument rien à envier en matière de développement à nombre de pays du Nord, notamment en Europe. Pourtant, beaucoup continuent à les classer dans la catégorie très fourre-tout des pays du Sud. Les plus indulgents diront que ce sont des pays émergents, sans qu'on sache si un jour ils cesseront d'émerger pour passer à l'âge adulte des nations. Ce vocabulaire infantilisant vise à dire que finalement l'âge adulte ne serait que l'apanage des pays du Nord. Ces termes ne permettent plus de décrire l'état du monde et ne tiennent pas compte des avancées et des progrès, et surtout du fait que le Nord est plus que jamais aujourd'hui lié au Sud, et souvent dans une relation de dépendance. Nous le savons, il y a une sorte finalement de revanche, même parfois tragique de l'histoire. Auparavant, l'Est et l'Ouest s'autosuffisaient, et on pouvait finalement se regarder en chien de faïence et se faire la guerre dans les pays du Sud. Aujourd'hui, les pays du Nord sont de plus en plus tragiquement dépendants de ce qui se passe au Sud. Et on le voit tous les jours, et l'actualité internationale nous le rappelle tous les jours. Mais ce vocabulaire continue finalement de vouloir faire perdurer une hiérarchie, continue à vouloir inscrire une vision encore finalement très marquée par le colonialisme.
Il n'y a plus de maîtres, il n'y a plus d'enfants à éduquer. À vouloir faire perdurer cette vision du monde, le Nord fait des erreurs historiques. Les révolutionnaires français avaient une formule que j'aime beaucoup. Nul n'aime les missionnaires armés, même quand ils se veulent les pères de la démocratie. Le co-développement, en ce sens, est une philosophie qui tourne le dos à tout cela. Elle dit ceci: nous sommes liés les uns aux autres et nous ne pourrons avancer que si nous avons des relations égalitaires. Il n'y aura de progrès de notre monde commun que si le Nord et le Sud se parlent d'égal à égal. Et si, au sein des pays du Sud, le respect mutuel l'emporte sur les jalousies, sur les conflits, qui sont souvent la dernière trace empoisonnée du colonisateur. Mais c'est parce que le Maroc n'a pas ce passé lourd qu'il a eu une assurance qui le place en exemple. C'est cette assurance qui permet à Sa Majesté d'avoir une intelligente philosophie du co-développement, qui dit au Nord qu'il faut en finir avec la condescendance héritée du colonialisme, et au Sud qu'il faut hériter et qu'il faut effectivement pleinement prendre son destin en main, pas simplement pour soi-même, mais aussi pour le reste du monde. Le co-développement, c'est une philosophie qui, en pratique, se décline évidemment en programme. Il ne faut pas réduire le co-développement à un économisme, comme le font souvent les experts, pardon mesdames et messieurs les experts qui sont dans la salle. C'est un programme d'action qui intègre l'humain. C'est un programme qui se fixe comme objectif d'améliorer la vie par l'économie, et non d'améliorer l'économie comme un but en soi. Il ne s'agit donc pas de cotation boursière, il s'agit, pour reprendre une formule d'un grand poète, il s'agit de changer la vie. C'est Arthur Rimbaud qui disait cela, qui, comme nous le savons, était très attaché à l'Afrique. C'est aujourd'hui toute la force de la vision et de l'action portée, incarnée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Faire du co-développement un facteur premier de développement interne, autant qu'externe. Il s'agit de changer la vie d'un peuple tout en accompagnant les autres peuples. Il est en ce sens l'héritier d'une tradition qui vient de très loin et qui a construit pas à pas, parfois sans se soucier du qu'en dira-t-on, un pays qui est un pilier du continent africain. Je vais évoquer ici l'action de feu Sa Majesté Mohamed V, ce combattant infatigable de l'indépendance du Maroc, initiateur de la conférence de Casablanca, et nous y sommes, en 1960. C'est à travers cette conférence que Sa Majesté Mohamed V a redonné une nouvelle dynamique au lien profond qui unit le royaume du Maroc à son continent. Ses héritiers ont poursuivi et amplifié l'action. Et cette action était un programme pour le futur. Il fallait pour cela avoir la compréhension que le Maroc ne peut se désintéresser de son environnement, que sa puissance dépendra tout autant de l'intérieur que de l'extérieur. Finalement, cette vision annonçait les prémices du co-développement. Le deuxième axe du programme, c'est justement l'interne. Changer la vie de ces sujets comme un père protecteur, mais sans aucune infantilisation. Tout cela en responsabilité. Parmi les réalisations concrètes, je pense au plan émergence, au plan national d'accélération industrielle 2014-2020. Bien sûr, il s'agit de l'emploi des Marocains, mais il s'agit aussi de développer des industries utiles pour le continent. Je pense au plan Maroc vert, au plan solaire nord dans le domaine énergétique. Il s'agit bien de montrer que la dépendance énergétique est peut-être un frein au développement et qu'il faut le penser évidemment comme un axe de co-développement, comme un moyen de cette indépendance. Je pense à la construction d'un gigantesque terminal d'importation, de stockage, d'exportation de carburant. Qui ne connaît pas maintenant Tanger-Med 1 et Tanger-Med 2? Juste une anecdote. Pour moi, Tanger, c'était le point d'arrivée quand nous arrivions, je parle sous contrôle de mon père qui est dans la salle, et quand nous faisions le voyage depuis la France jusqu'au Maroc, 4 jours de route, je ne vous dis pas les conditions, et Tanger, c'était un peu la délivrance, mais le Tanger d'aujourd'hui, mais en quelques années, n'est plus du tout le Tanger que nous avons connu. Voilà encore une grande concrétisation de cette vision d'un grand développement par les infrastructures. Je pense aussi à la COP22, qui inscrit le co-développement dans l'enjeu stratégique qu'est la protection de la planète. Ce sera, je vous le dis, un écrin où toutes les délégations du monde, de tous les pays, pourront voir que le Royaume est un leader mondial
dans le domaine du développement durable et de la protection de la planète. Nous sommes au cœur de l'enjeu, celui de la transformation des comportements de chacun, mais sans entraver le développement nécessaire à tous. En ce sens, je suis en plein accord avec Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Je cite, « Les idéologies de la décroissance sont des idéologies d'enfants gâtés et égoïstes. » Le royaume, par son dynamisme, notamment généré par la politique de co-développement, a permis des réformes essentielles pour lutter contre les inégalités. Et je suis très sensible à ce sujet. Je ne connais pas sur ce continent de programme plus ambitieux. C'est un accès plus large à une école gratuite, avec comme corollaire un recul notoire de l'analphabétisme. La scolarisation des filles, très important, est un excellent indicateur, comme celui d'ailleurs de la scolarisation des catégories les plus défavorisées. C'est aussi la mise en place d'une sécurité sociale renforcée. C'est le développement d'un système de retraite. C'est un programme qui, en donnant à chacun la possibilité de maîtriser son destin, responsabilise l'ensemble de la société en lui permettant d'accéder au savoir et à la culture. C'est un programme qui permet ainsi l'émergence d'une classe moyenne moderne, ouverte, qui devient le socle de la société marocaine, son noyau stable. Et les Marocains deviennent les meilleurs ambassadeurs de cette nouvelle société. Le co-développement mis en avant par Sa Majesté est donc l'inverse d'une politique qui ne viserait finalement qu'à permettre à des entreprises du Nord de venir faire des profits, en oubliant évidemment le bien-être des populations locales. Surtout, cette philosophie participe de manière particulièrement efficace à la lutte contre les obscurantismes de toute nature, et en particulier à celui qui conduit au terrorisme le plus barbare. J'ajoute, et pendant la triste période que nous traversions, et je pense d'ailleurs au drame récent que frappe le pays dont je suis l'élu, qu'à travers le succès du co-développement marocain, à travers un roi exemplaire pour son peuple, commandeur des croyants, se joue une autre vision de l'islam. Un islam du juste milieu, qui ne rejette pas ceux qui ne sont pas musulmans. Là encore, il s'agit d'un programme qui sert d'exemple au continent africain, au monde musulman et de phare à l'Occident. Dans ce domaine particulier, l'exemplarité du Maroc rassure sur ce qu'est la réalité de l'islam et de sa compatibilité avec le progrès. La formation d'imams, de Morshidet, à travers la Fondation Mohamed VI des oulémas africains est capitale. Le Maroc met en pratique cet islam luminaire. Et si le royaume est un exemple évident pour l'Afrique subsaharienne, j'ose le dire, je souhaiterais également que d'autres pays musulmans s'en inspirent. J'ajoute en direction de ceux qui critiquent la formation d'imams par des États étrangers, je leur dis très clairement, et je parle sous le contrôle de l'ambassadeur de France ici présent, il n'y a pas d'autre légitimité possible que celle d'un pays musulman comme le Maroc, parce que le Maroc, ça n'est pas n'importe quel pays musulman. Pour former un islam apaisé, en toute transparence, un islam de paix, irrigué d'une très forte spiritualité. Le Maroc doit avoir toute notre confiance et doit avoir la confiance de tout autre État amené à coopérer avec lui. De ce côté-ci, la Méditerranée, et ça n'est pas faire offense à nos pays voisins et amis, mais de ce côté-ci, la Méditerranée, je ne vois aucun autre pays dans cette position. Nous pouvons d'une certaine manière le regretter, mais cela est finalement le produit de l'histoire, de choix stratégiques que d'autres n'ont pas fait, de visions ambitieuses de l'homme engagé pour son peuple, de son pays, comme Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Le co-développement est aussi une méthode pour développer l'intelligence réciproque, c'est-à-dire la meilleure arme pour la paix et pour l'avenir. C'est ce qui fait la grandeur d'un pays et sa trace, c'est ce qui fait aussi la fierté de ses habitants, ce qui compose son identité. Il paraît que Jean Monnet, le père de la construction européenne, aurait dit que s'il avait à refaire la communauté européenne, il aurait commencé par la culture. Se baser seulement sur l'économie ne protège pas les crises. L'Europe en est le meilleur exemple. Le Maroc, c'est une culture, c'est une architecture, c'est une gastronomie, c'est une musique, un art de vivre, une civilisation. À l'occasion du premier concert de la Méditerranée, début juillet, Sa Majesté nous a dit que la musique n'est jamais aussi belle que quand elle est invitée au banquet de l'universalité, que ses partitions
ne connaissent aucune frontière. Ce discours, tel une symphonie, m'a ému par sa forte authenticité. À travers l'histoire, c'est la marque des grands rois que d'être les mécènes de la culture. C'est la méthode pour faire en sorte qu'un pays ne soit pas figé dans le passé, ne se transforme pas en musée d'une culture passée, sans suite, sans avenir. Et la culture n'a pas de frontières. En ce sens, elle est la trame de tout redéveloppement. D'où son importance, sa force inspiratrice pour tant d'autres pays. La méthode, c'est bien qu'il n'y a pas de frontières pour le bien-être des hommes. Philosophie, programme, méthode, c'est ce qui assure dans un contexte de tension mondiale la force de la monarchie chérifienne. Sa capacité à suivre les évolutions du monde incarne une intelligence rare. La réforme de la Constitution en 2011 en est un exemple probant, dans un contexte alors régional extrêmement mouvementé. Vous savez, toucher à la Constitution, qui est un acte fondateur, c'est la loi fondamentale, c'est jamais très aisé. Et je sais de quoi je parle. En 2008, comme ministre de la Justice, j'ai réformé la Constitution française. On ne l'a pas fait sans difficulté. Donc je connais les difficultés de toucher à ces actes fondateurs et fondamentaux. Alors à ceux qui pensent que l'Afrique s'est détournée de l'Europe, moi je dis non, ce n'est pas vraiment le cas. Mais c'est vrai que, attestons que l'Europe, finalement, petit à petit, elle devient subsidiaire. Donc il faut faire très attention. Le Royaume du Maroc est désormais la référence pour le co-développement pour l'Afrique. Et aujourd'hui, le roi, Sa Majesté Mohamed VI, est un leader incontesté et incontestable sur ce continent et bien au-delà. C'est ce qui d'ailleurs suscite parfois quelques jalousies, quelques attaques. Mais je vous le dis, et je suis bien placée pour le savoir, finalement quand on est attaqué, c'est que finalement, on doit vraiment être sur la bonne voie. Donc, c'est vraiment cette voie, et cette voie-là que nous devons suivre. Alors pour conclure, je voulais aussi rendre un hommage à cette jeunesse marocaine que j'aime. Elle est vivante, elle est en vie, elle est irriguée par son pays, par ce continent. Et j'étais très heureuse d'apprendre que pour cette conférence, souvent vous êtes invités à des conférences, on est entre personnalités, entre experts, entre ministres, anciens ministres. Finalement, on se parle entre soi, ça me fait plaisir. Ça vous donne aussi le sentiment d'être encore des gens importants. J'adore les endroits où finalement la jeunesse s'intéresse aux enjeux de son pays et de l'avenir de son pays. Moi, j'ai été ravie de savoir que beaucoup d'étudiants se sont inscrits à cette conférence. Alors, marocaines, marocains, je dirais même européens, soyons fiers du Royaume du Maroc et soyons fiers de cet homme d'État qui est Sa Majesté le roi Mohamed VI. Je vous remercie.